assisté à la première de ces conférences, et c'est le docteur Hervé Arnoux qui s'est désigné volontaire pour essuyer les plâtres de ces 2 journées de la santé. Donc vous êtes chef du service chirurgie orthopédique à l'hôpital Fléria, c'est ça, et vous allez nous entretenir d'un sujet qui vous occupe depuis une bonne dizaine d'années maintenant, hein, à savoir donc la réhabilitation améliorée après chirurgie orthopédique. Voilà. Alors une technique, hein, on peut qualifier cette technique, donc qui s'articule, on va dire, en 3 phases, et on va vous laisser nous développer tout ça. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Je vais développer avec plaisir. Merci pour l'invitation, merci au Progrès, merci au département et à la caisse primaire. C'est une technique, c'est plus un mode de prise en charge qui change par rapport à l'habitude. Alors, ce mode de prise en charge met le patient au cœur des soins. Auparavant, il y a une trentaine d'années, on mettait l'acte technique au centre de nos préoccupations et on a renversé complètement la situation. Avant d'aller directement dans le sujet, je vais répondre tout de suite aux questions qui vous obsèdent souvent. C'est combien il y a de prothèses de hanche en France par an? 150 000 à peu près. Et combien il y a de prothèses de genoux? 100 000. Et il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite à partir de la base de la sécurité sociale qui montre l'impact qu'a eu les 2 années de Covid. Vous voyez que c'est un impact fort sur ces 2 interventions. Il y a eu moins 13% d'actes en 2020 pour les prothèses de hanche et moins 7% ou moins 8% environ encore début 2021 et moins 25% pour les prothèses de genoux en 2020 et moins 20% environ au début de l'année 2021. Donc vous voyez que les conséquences ont été très importantes et le rattrapage de ces interventions qui auraient dû être faites va durer plusieurs années. Pourquoi faire de la récupération améliorée? Eh bien, c'est une approche totalement différente qui a été initiée par un chirurgien danois, le docteur Kellett, un chirurgien digestif. Et il a commencé à travailler sur la chirurgie colique, puisque c'était un chirurgien digestif. Il s'est rendu compte que quand on reprenait les dossiers et quand on les étudiait de manière assez fine, on pouvait se poser toujours la même question, pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi vous faites ça? Et au fur et à mesure qu'il s'est posé les questions, eh bien, les réponses n'ont pas paru aussi évidentes que ça, ou en tout cas, elles n'ont pas paru pérennes. On avait l'habitude, en 1990, par exemple, pour la chirurgie de la hanche, d'hospitaliser les gens la veille, voire même 48 heures avant, de vous opérer, et puis on vous gardait entre 15 jours et 3 semaines. On ne levait les gens opérés que 24 ou 48 heures après l'intervention. Et donc au fur et à mesure qu'on s'est posé les questions et qu'on s'est dit mais pourquoi je fais ça, eh bien on a essayé de faire autrement. Et c'est ce mode de prise en charge qui a beaucoup changé et révolutionné les choses. Pour faire tout ça, il a fallu casser quelque chose en médecine, c'est l'exercice séparé. Il y a 30 ans encore, on travaillait tous chacun dans notre coin, les chirurgiens dans leur coin, les anesthésistes dans leur coin, les équipes paramédicales dans leur coin. Et là, maintenant, Kellett, par son travail, nous a appris qu'il fallait que l'on travaille tous ensemble et que l'on puisse se coordonner les uns avec les autres. C'est ce qu'il a défini et c'est quelque chose maintenant qui est rentré dans le langage commun, c'est le principe des protocoles. Les protocoles, ce n'est pas très compliqué, ça veut dire comment travailler ensemble et comment prévoir que l'on va travailler ensemble. C'est ce que Kellett nous a apporté et nous a conduit à faire progressivement. Tout ça allait toujours dans un sens, mais un sens qui n'était pas un sens obsédé, mais quand même un sens existant, qui est la réduction des coûts. Ce n'est pas tout à fait pareil quand on reste hospitalisé 3 semaines et quand on reste hospitalisé 3 jours. Et si on peut faire la même chose, voire mieux, en 3 jours, eh bien, pourquoi pas le faire? La réduction du temps de séjour, qui est quelque chose qui peut être vu que sous l'angle économique, ne doit pas être en réalité vu que sous l'angle économique. Ça a aussi un intérêt, et notamment un intérêt très important sur la réduction d'un certain nombre de complications, et dans ces complications, la réduction franche des infections nosocomiales. Alors, d'où sommes-nous partis? Bien, j'ai commencé à vous en parler en 90, donc on ne se posait pas du tout ces questions. Quelqu'un qui avait une arthrose de hanche ou de genou était hospitalisé, on le gardait, je vous dis, environ 15 jours à 3 semaines.
Vous alliez ensuite en rééducation pendant un mois et demi, ça dépendait. Et quand vous alliez en rééducation, vous sortiez de l'établissement où vous aviez été opéré en ambulance et vous étiez transporté en ambulance, et ainsi de suite. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce mode de prise en charge en 2012. Donc, vous voyez, il y a déjà une dizaine d'années. Et progressivement, eh bien, on s'est mis à cette organisation. Au début, ça a été un peu difficile, d'abord pour moi, parce que ça changeait complètement mes habitudes. Ça a été difficile pour tout mon entourage parce que ça changeait leurs habitudes et il fallait qu'ils acceptent de suivre. Et puis ça s'est fait progressivement pour aujourd'hui arriver à une situation qui est relativement intéressante, puisqu'aujourd'hui, nous réfléchissons à essayer de transformer les hospitalisations sous le mode de comme à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire de se retrouver un peu comme chez soi, en ayant l'impression que finalement, ça ne change pas grand-chose de s'être fait opérer, alors que l'intervention reste toujours une intervention relativement solide. Et tout ça repose sur une très très grande préparation, une très grande organisation pour que tout se passe bien, que vous puissiez rentrer chez vous et que le séjour soit réduit. Les retours à domicile aujourd'hui se font avec vos véhicules. Il n'y a plus d'ambulance, il n'y a plus de prise en charge particulière. On monte dans sa voiture, alors vous ne conduisez pas, sauf quelques-uns. Il y a quelques patients qui viennent avec leur voiture, ils ne le disent jamais, ils me le disent qu'après, et qui repartent avec leur voiture. Mais bon, ça n'est pas forcément à recommander, et ce n'est pas toujours facile. Les points clés qui conduisent cette pratique, c'est informer, 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 informer tout le temps. C'est-à-dire qu'on doit, nous, médecins, apprendre à vous dire ce que l'on sait. Ça n'est pas, alors c'est un peu compliqué parfois parce qu'on peut avoir le sentiment que ça prend du temps, que peut-être vous allez nous poser trop de questions, que vous allez vous emparer de notre savoir et tout ça est faux. En fait, plus on vous informe, plus on est précis, plus on est clair, plus c'est simple pour vous. Moins vous vous posez de questions, moins vous avez d'inquiétudes. C'est vraiment très très important. On doit aussi beaucoup anticiper quantité de choses, notamment tous vos soins, comment ils vont se passer, qui va les faire, quel type de soins on va faire. Alors il y a une anticipation que l'on fait avec vous et il y a une anticipation qu'on fait nous en interne. On a nos protocoles, les gens savent que pour telle intervention, on va mettre tel pansement, on va le changer tel jour, on va faire une ordonnance ensuite pour qu'il soit changé tous les temps et ainsi de suite. Donc tout ça est prévu avant que vous arriviez. Et on prévoit également votre sortie, c'est-à-dire qu'on sait que vous allez arriver le lundi et que le jeudi ou le vendredi, vous serez ressorti. Tout ça est organisé et c'est fléché et on fait en sorte que ça se passe réellement comme on l'a organisé. Il arrive de temps en temps qu'il y ait des ratés, ce n'est pas spécialement grave, mais on essaie d'être performant et d'en avoir le moins possible. On travaille beaucoup aussi par l'information, par les méthodes de prise en charge, dans la réduction du stress. C'est toujours plus facile, tout est toujours plus facile quand on vient, en médecine en tout cas, mais pour d'autres activités aussi, en étant tranquille. Pas forcément détendu et complètement naïf, mais en étant paisible, tranquille, en sachant ce qu'on va nous faire et sans se poser trop de questions. Si on arrive en tremblant, en se disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va me faire, qui est-ce qui va m'opérer ?» ainsi de suite, c'est très angoissant et ce n'est pas forcément une bonne démarche. Et donc, une grande partie de notre travail, c'est de faire en sorte que vous puissiez arriver en étant paisible. Le contrôle de la douleur est également un des grands progrès qu'on a fait entre 90 et maintenant, notamment en chirurgie orthopédique. Les orthopédistes dont je fais partie, la tribu des orthopédistes dont je fais partie, est habituée à la douleur des autres. On est tellement habitué que ça ne nous fait rien. Absolument rien, on s'en fiche complètement. Alors, ce n'est pas vrai, mais on voit tellement de gens souffrir que c'est difficile pour nous de marcher en arrière et de se dire « mais ce n'est pas normal de souffrir ». Et donc ça aussi, ça a été notre travail de se pencher sur ce point et de l'améliorer. Et pour comprendre ça, c'est assez facile. Quelqu'un qui n'a pas mal marche. Il ne se pose même pas de questions, il marche. Quelqu'un qui a mal, il ne peut pas poser le pied par terre. En particulier, alors il y a d'autres pans de la chirurgie, mais aujourd'hui je suis là pour parler de la hanche et du genou. Quand vous avez mal à la hanche, vous ne pouvez pas tenir dessus, et quand vous avez mal au genou, c'est pareil. Donc si on vous enlève la douleur,
eh bien, vous êtes des gens normaux, vous marchez, vous rentrez chez vous. Et donc le contrôle de la douleur, alors on n'est pas encore au stade où on parvient à contrôler totalement cette douleur, malheureusement, moi je voudrais bien, mais on travaille toujours, on progresse de façon à faire en sorte qu'elle soit de moins en moins présente. Et puis, ça aussi, c'est une chose qui a fondamentalement changé dans les 40 et 30 dernières années, c'est l'autonomie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on se débrouille, qu'on se bouge. Moi j'ai commencé en 90. En 90, on vous prenait tout doucement, on vous mettait sur un fauteuil, on vous mettait des déambulateurs pendant 4-5 jours. Aujourd'hui, tout ça, via le mode interrogatif de Kellett, on s'est rendu compte qu'on pouvait le franchir sans aucun problème, à condition qu'on ait pas mal, évidemment, à condition que les interventions soient réussies, pour vous conduire à l'autonomie. L'autonomie, c'est assez simple en fait. C'est se lever, se recoucher, s'habiller, manger, aller aux toilettes, monter, descendre les escaliers. Quand on fait tout ça, finalement, on n'a pas besoin de grand monde. Un petit peu quand même pour les hanches et les genoux, les chaussettes, on ne les met pas tout de suite tout seul. Mais en dehors de ça, finalement, on se retrouve dans un état où on peut rentrer chez soi sans avoir besoin de quelqu'un toujours derrière. Voilà. Donc ça, c'est très important. Cette autonomie, elle est vraiment fondamentale et c'est un des grands points que nous travaillons. Alors, toute cette activité se prépare, ce mode de préparation, dans notre jargon technique, ça s'appelle le chemin clinique. On a un patient fictif, entre guillemets, et via ce patient fictif, dont vous voyez qu'on le place au centre, on va articuler l'activité de tout le monde et on rédige un scénario, alors on appelle ça un protocole, on rédige un protocole où on va savoir exactement qui intervient à quel moment. Alors évidemment, le chirurgien intervient, mais il est loin d'être le seul. Et pour que ça marche, il faut vraiment que tout le monde intervienne. Alors effectivement, tout le monde nous voit un peu plus que les autres, mais les autres ont un rôle qui est très très important. Et ce chemin clinique, cette histoire, ce scénario, on le prépare pour ce qui va se passer avant, donc toute l'organisation qui va précéder l'hospitalisation, tout ce qui va se passer au moment où vous arrivez pendant l'hospitalisation et tout ce qui va se passer après. Et on essaie que tout soit déjà prévu, déjà organisé, et si possible, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais si possible, que ça se passe comme prévu. Les objectifs, le premier, c'est toujours le même, s'améliorer et améliorer les soins qu'on vous prodigue. Ça n'est pas le premier objectif, contrairement à ce qui peut être pensé de temps en temps, il n'est pas économique. C'est vraiment améliorer les soins, diminuer les complications le plus possible. Ça, c'est quelque chose qui nous obsède, vous aussi évidemment, mais nous aussi, et à chaque fois, une complication pour nous, c'est complexe psychologiquement, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc on cherche à les diminuer le plus possible. Évidemment, on va diminuer la durée de séjour. Et pour faire tout ça, eh bien, on doit faire ce fameux chemin clinique, on doit anticiper, tout anticiper pour qu'il ne se passe plus rien en urgence. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve jamais dans une situation où d'un seul coup, on ne sait plus comment faire, on n'avait pas prévu, ouh là là, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc tout ça doit disparaître, tout doit être apparemment simple. Pour que ça soit apparemment simple, il faut que ça soit parfaitement prévu. Et tout est prévu, tout ce qui est prévu doit être dit. C'est-à-dire qu'on doit vous le dire. Il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de truc secret. Il n'y a rien de bien compliqué finalement, et en tout cas, il n'y a rien à cacher. Ça, c'est vraiment important parce que dès qu'on recèle une information ou que l'on est un petit peu hésitant sur quelque chose, vous le percevez tous très très bien. Et ça n'est pas bon. Parce que vous savez, vous savez, puis vous n'avez pas forcément le choix, que vous allez vous faire quelque chose, mais bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors que si tout est clair, si on vous a dit, s'il y a des difficultés, s'il y a des risques, toutes ces choses-là doivent être parfaitement claires, parfaitement énoncées. Elles ne nous mettent pas spécialement en cause, elles permettent simplement que mutuellement nous soyons à l'aise les uns avec les autres. Ça entraîne une médicalisation différente. Au niveau chirurgical, le très grand progrès, ça a été de limiter deux choses. Le saignement, tant que l'on peut. L'intervention sur la hanche comme sur le genou sont des interventions sanglantes. Et
techniquement, nous, on évolue pour essayer de diminuer au maximum ce saignement. On ne met plus de drains, hein, vous avez sûrement vu les gens avec des drains, des bouteilles, tout ça a disparu, on ne laisse plus les perfusions. Dès que vous êtes opéré, finalement, on vous remet en situation comme si vous étiez chez vous. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de perfusion, plus de piqûres, plus rien. On vous lève tout de suite, donc si vous êtes opéré le matin, le soir, vous êtes debout. Il y a une activité qu'on pratique tous, c'est aller uriner. Eh bien, uriner allongé, que l'on soit un homme ou une femme, c'est très compliqué. Donc dès que vous êtes opéré, que vous êtes de retour dans votre chambre, souvent l'envie vient, vous vous levez et puis on va plus ou moins facilement au cabinet de toilette. On se lève pratiquement sans aucune aide humaine, on n'a pas besoin d'un kiné, on n'a pas besoin d'une technique particulière. Et puis on mange. Ça aussi, c'est une de nos bonnes activités. On peut manger tout de suite, donc on remange le plus vite possible et on s'habille. Ça, c'est une petite guerre qui se passe entre vous et moi. C'est que de temps en temps, vous êtes un peu flemmard, vous restez en pyjama. Moi, j'aime pas ça. Donc, je fais habiller les gens parce que quand on est habillé, on vit. On a du tonus, on se bouge, on se remue. Quand on est en pyjama, c'est le dimanche. Comme le dimanche, vous n'êtes pas là. Voilà, il faut s'habiller, c'est très important. Il y a toute une dynamique qui est vraiment importante. Comment ça se passe? Eh bien, il y a 3 consultations. Jadis, il n'y en avait que 2. Il y a la consultation avec le chirurgien, la consultation avec le médecin anesthésiste, et maintenant une consultation avec une infirmière d'ITRAC, c'est pas très joli, mais une infirmière qui va reprendre tous les temps du chemin clinique et qui va réexpliquer, qui va vérifier que vous les maîtrisez et qui va en même temps essayez de voir s'il y a des choses que vous avez du mal à résoudre, qu'elles soient administratives ou autres, et vous aider pour que finalement tout soit prêt quand vous allez arriver. On essaye aussi, alors c'est pas le plus facile, mais on essaie que cette infirmière RAC, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, elles sont 3, que vous puissiez la retrouver quand vous êtes hospitalisé. Ça aussi, ça fait partie des éléments déstressants. L'organisation actuelle, eh bien voilà, hein, la veille, on vous appelle, donc tout est organisé, tout est prêt, on appelle les patients, on leur dit vous pouvez venir le lendemain à telle heure. Ça c'est important parce que moi j'opère toute la journée par exemple, et en 90 en l'occurrence, on vous faisait venir la veille, on vous laissait à jeun pendant 24 heures, et vous, au moment de vous faire opérer, vous étiez KO. Même chose, là si on vous fait arriver le matin, que vous êtes à jeun et que vous êtes opéré qu'à 18 heures, eh bien, c'est infernal, c'est hyper stressant. On a la langue sèche, c'est très difficile. Donc, on vous fait arriver à des horaires décalés de façon à ce que les patients attendent le moins possible. Alors, ça ne marche pas toujours de manière parfaite, mais globalement, c'est quelque chose qui marche bien et qui change complètement. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous êtes pris en charge. Et en gros, entre le moment où vous êtes arrivé dans le service et le moment où vous êtes au bloc, vous avez à peine eu le temps de dire « ouf ». Il s'est passé tellement de choses que finalement, vous n'avez jamais attendu. Les kinés vous prennent en charge tout de suite après et la sortie est préparée, tout est prêt. Et on vous rappelle donc, une fois que vous êtes rentré chez vous, on vous rappelle 48 heures après pour savoir si ça va. Ça, c'est très important, notamment pour la douleur. On a remarqué qu'une fois que vous étiez rentré chez vous, lorsque vous aviez extrêmement mal, la plupart du temps, vous serriez les dents, vous attendiez que ça passe, avec souvent un élément qui est pas très bien, mais qui est bien pour nous, mais pas pour vous, c'est pas déranger. Et finalement, plutôt que de ne pas nous déranger, vous attendez, puis vous en bavez. Donc du coup, nous, on anticipe, on appelle les gens toutes les 48 heures, et régulièrement, on modifie les ordonnances, on modifie les posologies des antalgiques. Très récemment, donc en 2019, on a eu la chance d'être sélectionné comme site pilote, ce qui a été très intéressant. On a été sélectionné par l'ARS comme site pilote pour former un certain nombre d'établissements à cette pratique, puisque l'ARS favorise la mise en place de ce mode de prise en charge, de prise en charge rapide après les interventions. Et eh bien, c'est vrai que ça se fait un petit peu mieux quand c'est entre nous et qu'on se transmet nos connaissances. Et en même temps qu'on nous a sélectionnés comme site pilote, on nous a offert un financement qui nous a permis d'avancer sur pas mal de points qui sont très importants. À nos yeux, le salon de récupération post-opératoire, c'est un salon qui permet aux gens, une fois opérés, de se retrouver pendant l'hospitalisation
d'une manière un peu plus paisible, un peu plus tranquille, prendre un café, discuter entre eux. On a pu offrir aussi tout un matériel de rééducation qui permet de faire ce qu'on appelle une auto-rééducation, c'est-à-dire que vous vous rééduquez vous-même en suivant un certain nombre d'indications. On utilise maintenant des lunettes de réalité virtuelle. C'est très intéressant en préopératoire et pendant l'intervention. Les interventions où vous n'avez que les jambes endormies, vous avez un masque, enfin des lunettes, qui vous permettent de voir un film très relaxant et qui vous exclut, entre guillemets, lorsque vous le souhaitez, bien sûr, de la salle d'opération, c'est-à-dire que vous n'entendez pas la scie, les coups de marteau, les hurlements, tout ça, et donc ça participe au repos général. Et puis, nous avons pu faire un petit film d'animation dont vous allez avoir la chance de le voir, vous êtes les premiers à le voir, et on va s'en servir, notamment l'infirmière de RAG va s'en servir pour expliquer tout le chemin clinique que vous allez suivre. Je vous remercie, et on va passer le film. Docteur Hervé Arnoux, je suis chirurgien orthopédiste. Nous allons parler de la RAC, c'est la contraction de réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est un parcours très structuré, très organisé, qui a été fait en vous prenant comme centre de notre activité. Le but final de la réhabilitation améliorée, c'est que vous puissiez être opéré dans des conditions qui vous permettent de rentrer chez vous rapidement avec des aides adaptées et pouvoir récupérer chez vous une fonction normale, c'est-à-dire pouvoir remarcher, conduire, danser, nager. La RAC a mis en avant le patient. Pour vous mettre en avant, il a fallu que nous travaillions pour diminuer la douleur, raccourcir les séjours, organiser tout le système pour que vous puissiez être parfaitement pris en charge. Bonjour, je suis Pascale Morlet. Je suis infirmière en service d'orthopédie et je suis infirmière consultante en RAC. Nous sommes là pour répondre aux éventuelles questions des patients, compléter des informations s'ils n'ont pas tout compris. Notre rôle aussi, c'est de les préparer au séjour pour qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a plusieurs étapes dans la consultation. Nous leur demandons également de prévoir un accompagnant qui les amènera le jour de l'intervention et qui reviendra les chercher le jour de la sortie de l'intervention, puisqu'ils pourront rentrer par leur propre véhicule. On fait le point aussi sur tout ce qu'ils doivent mettre dans leur valise, les vêtements, puisqu'ils doivent amener des chaussures fermées, qui tiennent bien aux pieds, sans talons. On leur conseille d'amener des vêtements larges, faciles à enfiler, puisqu'on leur demande de s'habiller dès le lendemain, puisque une personne qui s'habille, elle est beaucoup plus acteur de sa guérison, de sa rééducation. Ensuite, ils savent qu'ils peuvent boire une boisson claire, sans alcool, sans bulles, 2 heures avant de venir à l'hôpital. Par contre, ils seront à jeun pour l'intervention. On leur explique aussi l'importance de l'hygiène. Ils doivent prendre une douche à domicile chez eux, en assistant bien au niveau des plis, du nombril. Ils doivent mettre des vêtements propres. Et le jour même, le jour de l'intervention, elle se fait dans le service. Ensuite, on leur explique que le jour de l'intervention, quand ils arrivent, on refera le point, on vérifiera avec eux leur nom, pourquoi ils viennent, et puis on leur fera un marquage qui signale l'endroit où on doit les opérer. C'est tout le processus de sécurité. Ils iront au bloc avec un brancardier. La durée de l'intervention est à peu près de 45 minutes. Ils passeront par la salle de réveil. Et là, la salle de réveil, ils y resteront tout le temps nécessaire puisque les médecins sont sur place. Et une fois que le médecin anesthésiste, jusqu'il peut retourner dans son service, le brancardier viendra le chercher et le ramènera dans sa chambre. Ensuite, on vérifiera que toutes les constantes sont bonnes. Bonjour, Dr Benioub, médecin anesthésiste. Donc la RAC en orthopédie. Du point de vue d'anesthésie, on débute par la consultation d'anesthésie. Cette consultation a lieu 3 à 4 semaines avant le geste opératoire. Ceci permet d'établir un contrat de confiance avec le patient. Généralement, on évalue donc les comorbidités du patient et on optimise sa condition physique pour rendre le patient acteur de sa prise en charge. Ça nous permet également de gérer certains médicaments, notamment les anticoagulants, de traiter une éventuelle anémie. À la fin de cette consultation, nous parlons du choix de la technique anesthésique. Anesthésie générale versus arraché-anesthésie. Et on adapte bien sûr le meilleur choix, bénéfice-risque avec le patient. Vient ensuite la phase opératoire, donc l'accueil du patient le jour de l'intervention avec ce qu'on appelle le jeûne moderne. Ceci est très important pour maintenir une bonne hydratation du patient.
L'intervention terminée, le patient est accueilli en salle de réveil où on met en place donc une attelle réfrigérée et compressive. Bonjour, je m'appelle Olga Krasteva, je suis masseur kinésithérapeute. Nous, les kinés, on fait le premier lever, tout de suite après le bloc. D'habitude, c'est l'après-midi. Et le jour suivant, on commence avec la marche, des béquilles. Et dès qu'ils sont autonomes avec les béquilles, on fait un parcours dans tout le service avec les escaliers et plein d'exercices. Et c'est bien expliqué parce que les patients peuvent le faire aussi tout seuls et ils le font et ils aiment bien. Et après son retour à domicile, et des petites livrets avec toutes les explications, tout le parcours de préopératoire, opératoire et retour à domicile aussi. Des exercices, des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. À l'appui, salle de bain, comment se lever, comment monter les escaliers. La plupart des choses, on les fait dans le service pendant l'hospitalisation. Les patients, ils doivent prendre un rendez-vous avec un kiné et dès qu'ils ont la date du changement de la prothèse, ils doivent parler au kiné. Bien, docteur Arnoux, merci beaucoup. Le film était intéressant parce qu'il a mis des images sur vos propos. Et on s'est bien rendu compte de ce que ça impliquait, tout ça. Merci encore. Et puis, bon courage pour la suite. Merci, merci. Merci à vous tous.